Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. La France estime que la zone tampon instaurée par Israël dans le sud du Liban doit rester provisoire, en attendant l'issue de négociations encore fragiles entre les deux pays. Considère que la zone tampon mise en place par Israël dans le sud du Liban a vocation à être temporaire dans un contexte marqué par un cessez-le-feu encore fragile. Cette position intervient alors que le président Emmanuel Macron reçoit à Paris le Premier ministre Nawaf Salam. Objectif, réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté libanaise tout en accompagnant les efforts de stabilisation sur le terrain. Pour Paris, l'enjeu immédiat n'est pas de remettre en cause la présence israélienne dans cette zone, mais des combats. La priorité affichée reste la désescalade et la consolidation du cessez-le-feu. Mais à plus long terme, la ligne est claire. L'intégrité territoriale du Liban devra être pleinement respectée. Selon l'Élysée, cette zone tampon devra être restituée à Beyrouth à l'issue des négociations en cours. Des discussions qui doivent reprendre dans les prochains jours à Washington, dans un climat de forte tension, marqué par des violations régulières de la trêve sur le terrain. Dans ce contexte, la France défend également son rôle dans le processus diplomatique, malgré les réticences exprimées par certains responsables israéliens. Paris affirme être l'un des rares acteurs capables de soutenir concrètement les autorités libanaises, notamment dans la perspective du désarmement du Hezbollah. Entre impératifs de sécurité pour Israël et exigences de souveraineté pour le Liban, la diplomatie française tente ainsi de maintenir un équilibre délicat. Malgré le cessez-le-feu, les destructions se poursuivent dans le sud du Liban. L'armée israélienne intensifie ses opérations de dynamitage et maintient ses mises en garde contre tout retour des habitants dans un contexte de trêve de plus en plus fragilisé alors que la pression militaire et diplomatique se renforce. Les signes d'apaisement restent limités. Dans plusieurs localités du sud du Liban, les opérations de démolition se poursuivent. À Beit-Lif, Naoura ou encore Bint Jbeil, des habitations et des quartiers entiers ont été détruits, parfois après avoir été piégés puis dynamités. Parmi les infrastructures touchées, un symbole fort, le complexe sportif de l'imam Moussa Sadr à Maïs el-Jabal entièrement détruit. Les destructions s'étendent à plusieurs villages. À Rebet-Latine, Antara ou Khiam, de nouvelles maisons ont été rasées et une école publique a été complètement détruite après avoir été piégée avec des explosifs. Arshaf, ce sont aussi des lieux religieux et symboliques qui ont été visés. Une mosquée, un sanctuaire et un cimetière ont été dynamités. Des tirs d'artillerie ont également visé certaines zones, notamment les environs de Shebara, Kounin et Beit Yahoun, tandis que des drones israéliens continuent de survoler la région à basse altitude, maintenant un climat de tension permanent. Dans ce contexte, l'armée israélienne maintient une posture ferme. Son porte-parole arabophone Avichai Adraï a renouvelé ses mises en garde, appelant les habitants à ne pas retourner dans des dizaines de villages du sud. Un avertissement difficile à concilier avec la réalité des déplacés, nombreux à tenter de regagner leurs terres malgré les risques et les destructions. La présence internationale reste elle aussi exposée. 2 soldats français de la FINUL blessés ont été rapatriés après une attaque ayant coûté la vie à l'un de leurs camarades. Parallèlement, sur le plan politique, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme que le Hezbollah sera désarmé par une combinaison de moyens militaires et diplomatiques. Il prévient également que les opérations pourraient se poursuivre si le gouvernement libanais ne respecte pas ses engagements. Dans le même temps, de nouvelles discussions directes entre le Liban et Israël sont attendues à Washington dans un contexte de tensions persistantes sur le terrain. Entre opérations militaires, pression diplomatique et incertitude sur l'avenir, le cessez-le-feu apparaît plus précaire que jamais. À la veille de l'expiration du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, les incertitudes persistent autour d'une reprise des négociations. Entre menaces, blocages diplomatiques et tensions régionales, l'équilibre reste particulièrement fragile. À Téhéran, le doute s'installe. La télévision d'État iranienne affirme qu'aucune délégation n'a quitté le pays pour Islamabad.
laissant planer l'incertitude sur une reprise des discussions avec Washington. Côté américain, aucune confirmation officielle non plus. À l'approche de l'échéance, Donald Trump estime qu'une prolongation de la trêve est très improbable et évoque la possibilité de nouvelles frappes en cas d'échec des négociations. Sur le dossier nucléaire, le président américain reconnaît lui-même la complexité de la situation, évoquant un processus long et difficile pour localiser et gérer les stocks d'uranium enrichi. Téhéran, de son côté, rejette toute concession sous pression. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Khalibaf, affirme que l'Iran est prête à abattre de nouvelles cartes si le conflit reprend. Dans la capitale iranienne, la vie reprend timidement. Cafés et parcs se remplissent à nouveau, mais l'inquiétude reste palpable. Entre arrestations et exécutions, une partie de la population redoute une reprise imminente des hostilités. Sur le plan économique, les marchés restent sous tension. Après une forte hausse, les prix du pétrole reculent légèrement, dans un contexte marqué par les perturbations dans le détroit stratégique d'Ormuz, toujours affecté par le double blocus américain et iranien. Entre incertitudes diplomatiques, pression économique et menaces militaires, une question demeure. La trêve peut-elle tenir ou manque-t-elle le prélude à une nouvelle phase de conflit? À Téhéran, la trêve entre l'Iran et les États-Unis offre un court répit après des semaines de bombardements. Mais derrière un retour apparent à la normalité, l'incertitude et l'angoisse d'une reprise de la guerre restent omniprésentes. Dans les rues de Téhéran, la vie reprend timidement. Après près de 2 semaines sans frappe, certains habitants tentent de retrouver un semblant de normalité. Mobina Rassoulian, étudiante de 19 ans, profite de ce répit. Café, promenade, sortie entre amis. Je suis sortie sans me stresser, confie-t-elle. Un contraste marqué avec les semaines de guerre qui ont paralysé la capitale. Comme elle, Babak Sami, ingénieur, essaie de reprendre le cours normal de ses habitudes. Sport, yoga, une routine suspendue pendant plus d'1 mois. Mais derrière ce retour à la vie quotidienne, le doute persiste. La guerre recommencera probablement, prédit-il, sceptique quant à l'issue des négociations. Dans les quartiers nord de la capitale, terrasses pleines et ambiance animée donnent l'impression d'un apaisement. Mais ailleurs, les stigmates du conflit sont visibles. Bâtiments endommagés, checkpoints, présence sécuritaire renforcée, autant de signes d'une ville encore sous tension. La situation économique, elle, continue de se dégrader. Inflation élevée, licenciements, coupure d'Internet, de nombreux Iraniens peinent à reprendre une activité normale. Certains se tournent vers des emplois précaires pour survivre. À l'approche de la fin du cessez-le-feu, l'inquiétude grandit. Les négociations restent incertaines et les menaces de reprise des hostilités se multiplient. Entre parenthèses fragiles et peur du lendemain, les habitants de Téhéran savourent la trêve, sans savoir combien de temps elle va durer. Et voici l'une des répercussions d'une autre guerre. Dans la bande de Ghazda, la prolifération de parasites et de nuisibles vient s'ajouter aux conséquences de la guerre, exposant des centaines de milliers de civils à de nouveaux risques sanitaires. Dans les camps de déplacés de Gaza, une autre guerre se joue, loin des bombardements. Sous les tentes de fortune, des milliers de familles vivent dans des conditions extrêmes, sans accès suffisant à l'eau potable, ni à des installations sanitaires. Avec la hausse des températures, rats, puces et autres nuisibles prolifèrent. Une menace silencieuse, mais bien réelle. Mohamed al-Raqaba, déplacé, témoigne. Ses enfants ont été mordus par des rongeurs. La nuit, il ne dort plus, obligé de rester éveillé pour les protéger. Comme lui, près de 1,7 million de Palestiniens vivent toujours déplacés, incapables de regagner leur habitation, détruite ou située dans des zones sous contrôle israélien. Dans ces camps, les rongeurs s'infiltrent sous les tentes, contaminent les réserves de nourriture et aggravent une situation déjà critique. Les organisations humanitaires alertent sur une détérioration rapide de la condition de vie. À l'hôpital Al-Aqsa, les médecins constatent une hausse inquiétante des maladies. Le docteur Hani Al-Flayt évoque une multiplication des infections cutanées, notamment la gale, aggravée par le manque d'hygiène et la pénurie de traitements. Dans certains camps, les eaux usées envahissent les espaces de vie. Sabrine Abou Toïbe raconte vivre dans une tente inondée, tandis que son fils souffre d'une infection persistante malgré les soins. Les conséquences sont multiples: allergies, maladies, destruction des biens. Ralia Abou Salem affirme que des souris ont même détruit la parure qu'elle avait préparée pour le mariage de sa fille.
Déplacé à plusieurs reprises depuis le début du conflit en 2023, sa famille incarne une réalité partagée avec des milliers d'autres. Malgré le cessez-le-feu, les restrictions sur l'aide humanitaire persistent, limitant l'accès aux médicaments, à la nourriture et au carburant. Et sur le terrain, les violences ne cessent pas complètement. Frappes et tirs se poursuivent, faisant de nouvelles victimes. Entre guerres persistantes et crises sanitaires grandissantes, les habitants de Gaza doivent désormais faire face à un ennemi invisible qui s'ajoute à une réalité déjà insoutenable. En Afghanistan, la guerre avec le Pakistan ne détruit pas seulement des villages, elle brise aussi l'avenir de toute une génération. Dans l'est du pays, des milliers d'enfants sont privés d'école, victimes directes d'un conflit qui frappe les infrastructures civiles et aggrave une crise humanitaire déjà critique. À Bariko, le silence a remplacé les rires d'enfants. Dans cette localité de l'est de l'Afghanistan, les salles de classe sont éventrées, les fenêtres soufflées et les cahiers abandonnés sous la poussière. Un bombardement début avril a figé le temps et interrompu la scolarité de milliers d'élèves. Depuis l'intensification du conflit entre l'Afghanistan et le Pakistan fin février, la situation s'est brutalement détériorée. Selon l'ONU, plus de 12 000 élèves ont été déplacés ou affectés et au moins 22 écoles ont été endommagées dans la seule province de Kunar. À Bariko, l'école est désormais vide. C'est ici que j'ai étudié. Ça me rend triste, confie un habitant face aux bâtiments détruits. Mais au-delà des murs, c'est toute une vie qui s'effondre. Des dizaines de milliers de civils ont fui les bombardements. Aujourd'hui, ils vivent dans des camps improvisés, sous des tentes de fortune, sans accès suffisant à l'eau, à l'hygiène, ni à l'éducation. Pour les familles, l'urgence est totale. Les enfants errent sans rien faire. Ils sont privés d'école, explique un père de famille déplacé. Dans ces conditions, reprendre les cours devient presque impossible. Les établissements voisins sont saturés et les autorités peinent à proposer des solutions alternatives. Au cœur de cette crise, une ligne de fracture historique, la frontière entre les deux pays, qui divise des communautés pourtant liées par la langue et la culture. Alors que les discussions diplomatiques n'ont pour l'instant abouti à aucun cessez-le-feu, les habitants, eux, lancent un appel simple. Nous avons besoin de paix. Car ici, chaque jour de guerre ne détruit pas seulement des bâtiments, il compromet l'avenir de toute une génération. Et de retour à Gaza, où la pénurie de tabac pousse certains habitants à improviser. Faute de cigarettes accessibles, des feuilles de mloukhia sont désormais transformées en substituts artisanaux au prix de risques sanitaires encore mal connus. Dans les rues de Gaza, la pénurie redéfinit les habitudes. Sur la rue Omar al-Mukhtar, au cœur de la ville, une scène inattendue se déroule. Des feuilles de mloukhia, habituellement utilisées en cuisine, sont étalées au soleil, séchées puis transformées en cigarettes de fortune. Autour des étals, des hommes s'activent. Ils retournent les feuilles, les préparent avant de les rouler minutieusement. Pour imiter l'effet du tabac, un liquide à base de nicotine est ajouté. Abou Yahya Helles, qui fabrique ces produits, le reconnaît lui-même, il ne s'agit pas d'un véritable substitut, seulement des feuilles auxquelles on ajoute de la nicotine, loin des standards des cigarettes classiques. Mais dans un contexte de pénurie et d'inflation, ces alternatives se multiplient. Les cigarettes importées sont devenues rares et surtout hors de prix. Sur place, les inquiétudes grandissent. Walid Al-Naizi alerte, la composition de ces cigarettes reste incertaine. Des substances inconnues peuvent être ajoutées sans garantie sur leur nature ou leur toxicité. Les risques pour la santé sont bien réels, pourtant, faute de mieux et d'alternatives, certains continuent de les consommer. Mohamed Helles, vendeur, explique que les prix ont explosé. Des cigarettes autrefois accessibles coûtent désormais jusqu'à 40 shekels. Une hausse qui contraint de nombreux habitants à se tourner vers ces solutions improvisées. Ces cigarettes artisanales illustrent la réalité d'une population qui, face à la crise, doit constamment improviser, parfois au détriment de sa santé. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.